En 1977, elle s'appelle Colleen et elle fait de l'autostop. Elle pense monter dans une voiture pour un simple trajet, mais elle va y laisser 7 ans de sa vie. Et toi, serais-tu capable de survivre 7 ans enfermé dans une boîte? Salut, moi c'est Jam et aujourd'hui on plonge au cœur de l'affaire Colleen Stan, surnommée la fille de la boîte. Colleen est une pétillante américaine de 20 ans qui vit à Eugene, dans l'Oregon. Ses proches la décrivent comme une jeune femme souriante, curieuse et toujours prête à partir à l'aventure. Une habituée de l'autostop. Et dans les années 70, il faut se rappeler que de lever le pouce, c'était banal. Un simple moyen d'aller d'un point A à un point B. Ce 19 mai, Colleen a un but, rejoindre Westwood, en Californie, où son amie Linda fête son anniversaire. Ce matin-là, Colleen part de chez elle, la route est longue, plus de 600 km à parcourir entre les paysages de l'Oregon et de la Californie. De longues étendues boisées, des routes désertes, typiques de l'Amérique des années 70. Et Colleen aimerait bien arriver avant la tombée de la nuit chez Linda. Alors, elle lève le pouce et voilà qu'arrive une première voiture avec qui elle fera un bon bout de chemin. Puis une deuxième. Et quelques heures plus tard, la voilà à Red Bluff, en Californie. Plus que 150 km à parcourir, une distance qui paraît ridicule comparée au chemin déjà fait. Mais ce qui devait être la fin du voyage sera en réalité le début de son enfer. Colleen aperçoit au loin une voiture, à l'intérieur, un couple et un bébé. Elle se dit alors parfait, quoi de plus rassurant que de monter à bord avec une femme et un enfant. Elle leur explique vouloir aller à Westwood, ça tombe bien, c'est aussi leur direction. Sans hésiter, Colleen monte à l'arrière et rapidement, l'ambiance devient étrange. Le conducteur ne cesse de la fixer à travers le rétroviseur. Quant à la femme au bébé, elle enchaîne les questions en apparence banales, mais un peu trop personnelles. T'as quel âge? Les gens savent que t'es parti? T'as un mec? Après environ 1 heure de route, Colleen demande une pause. Il s'arrête sur une aire d'autoroute, elle file aux toilettes, et là, un mauvais pressentiment l'envahit. Une petite voix lui hurle « Saute par la fenêtre! Cours! Et ne te retourne pas !» Mais Colleen se raisonne, après tout il ne reste que quelques kilomètres à parcourir, alors elle choisit de remonter dans la voiture. En reprenant place à l'arrière, elle remarque quelque chose d'étrange. À côté d'elle, une grosse boîte en bois. Elle n'était pas là tout à l'heure. Sur le moment, la taille de l'objet l'étonne, une grosse boîte avec des lockers et un trou à son centre. Mais elle n'y prête pas plus attention, et le couple redémarre comme si de rien n'était. Mais qui sont ces gens qui ont pris Colleen en stop ce jour-là? Au volant, c'est Cameron Hooker. En apparence, il a l'air discret, presque banal, mais en réalité, c'est un type sadique, obsédé par la domination et le contrôle. À côté de lui, sa femme, Janice, et leur enfant. Depuis son accouchement, Janice n'en peut plus. Sa libido est au plus bas. Elle est épuisée par les fantasmes tordus de son mari. Le couple trouve un accord. Cameron pourra prendre une autre femme, une victime, sur qui assouvir ses pulsions. Quant à Janice, elle pourra enfin souffler et s'occuper de son bébé. Le couple était donc en chasse. Et ce que Colleen ne sait pas, c'est qu'elle s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. À peine remontée dans la voiture, Janice lui dit « Ça t'embête pas si on fait un petit détour par les grottes de glace? Franchement, ça vaut le coup d'œil. » Colleen voit bien que le soleil commence à se coucher. Dans sa tête, elle espérait déjà être chez son amie. Mais le couple l'a prise en stop gratuitement. Alors elle ne veut pas faire la difficile, elle accepte, persuadée que ce n'est qu'un détour banal. Cameron quitte l'autoroute et s'enfonce sur une route isolée, déserte, loin de toute circulation. Puis, il s'arrête dans une zone boisée et là, l'ambiance change brutalement. Janice sort de la voiture, le bébé dans les bras et s'en va au loin. Cameron descend aussi, prétextant vouloir se dégourdir les jambes, et c'est là que ça dérape. Il ouvre la porte arrière, sort un couteau et menace Colleen. « Maintenant tu feras ce que je te dis de faire !» Oui. Il la ligote, la bâillonne, sort la boîte en bois qu'il avait construite spécialement pour ça, force Colleen à y entrer la tête.
Elle est replacée sur la banquette arrière, enfermée dans cette boîte insonorisée, incapable de crier. Un peu plus tard, elle entend le moteur redémarrer, puis les pas de Janice et du bébé qui remontent dans la voiture. Janice ne réagit pas, comme si de rien n'était. Au départ, tout semblait rassurant. Une femme avec un bébé, ça inspire confiance, non? Et là, elle se dit « Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Qui sont ces gens? Je vais mourir ?» Après un long trajet, Cameron finit par s'arrêter. Il sort Colleen, la traîne dans une maison, puis la fait descendre au sous-sol. Dans le sous-sol, elle est emmenée dans un coin de la pièce et déshabillée par Cameron. Enfin, elle est à lui. Il a son esclave. Surexcités de la situation, les hookers auront une relation sous les yeux de Colleen qui subit la scène. Une fois l'acte terminé, Cameron s'approche d'elle avec un long fouet en main. Colleen hurle de douleur, les coups s'enchaînent, sa peau s'ouvre sous les coups de lanière. Puis, Cameron s'arrête, pose son fouet et revient avec d'autres objets de torture. Colleen le supplie d'arrêter, qu'elle n'en peut plus, qu'elle a trop mal, mais en vain. Les pleurs, les hurlements et les supplications excitent encore plus Cameron qui, par ses coups, cherche à soumettre sa victime, en lui expliquant que si elle essaye ne serait-ce que de désobéir, l'addition lui coûtera très cher. Détachée de son sous-sol, Colleen est emmenée dans une pièce sous l'escalier du rez-de-chaussée, puis transférée dans une autre boîte, un cercueil en bois fait sur mesure, avec pour seule entrée d'air un sèche-cheveux bricolé. Ses pieds sont attachés, ses mains ligotées, impossible pour elle de s'enfuir. C'est là qu'elle sera enfermée la majeure partie de son temps durant les 7 prochaines années, dans l'obscurité totale. Et en 7 ans, son histoire prendra une tournure inimaginable. Une fois enfermée, le quotidien de Colleen devient un vrai cauchemar. Elle vit dans une boîte tellement petite qu'elle peut à peine bouger avec juste assez d'air pour respirer. Cameron la sort de temps en temps, mais pas pour prendre l'air, non, juste pour assouvir ses pulsions sadiques. Il l'attache, la fouette encore et encore. Et quand ça ne suffit pas, il sort des pinces ou tout autre objet de torture. Puis, une fois qu'il en a fini, il la remet dans sa boîte comme si de rien n'était. C'était ça, l'accord avec Janice. Colleen ne devait être qu'un objet sur lequel Cameron pouvait se défouler, et il ne devait jamais y avoir de rapport avec sa victime. Janice viendra d'ailleurs rassurer Colleen à ce sujet en lui disant « Tu n'es là que pour lui faire plaisir, mais ne t'inquiète pas, il ne couchera jamais avec toi. » Comme si, finalement, elle avait échappé au pire et que les séances de torture étaient presque une chance. Peu à peu, une routine s'installe. Cameron la sort de la boîte, la descend au sous-sol, la déshabille, puis les séances de torture reprennent. Fouet, pince, et après, retour dans la boîte. Certains jours, elle y reste enfermée sans bouger. D'autres, elle est torturée toute la journée. Pour la maintenir en vie, les hookers lui donnent à peine de quoi tenir. Un peu de pain et de l'eau. Pour l'hygiène, c'est encore pire. Pas de douche, pas de toilette, juste un petit bassin hygiénique qu'elle doit placer à l'aide de ses pieds coincés dans sa boîte. Colleen devient brisée, déshumanisée, réduite à l'état d'objet. Les règles imposées par Cameron sont strictes. Elle devait exécuter chaque tâche sans discuter. Lorsqu'elle était dans la boîte, interdiction de faire le moindre bruit. Elle devait rester parfaitement calme, parfois même pendant des heures entières. Il exigeait qu'elle se soumette à ces pratiques toujours sous la contrainte, et si elle désobéissait à une de ces règles, les conséquences étaient terribles. Torture sans limite, privation d'eau et de nourriture, ou pire encore, alerter The Company. Mais qu'est-ce que c'est que The Company ? Eh bien, pour garder Colleen sous contrôle, Cameron avait inventé une histoire tout droit sortie de son imagination. La Compagnie. D'après lui, c'était une organisation secrète, toute puissante, qui surveillait Colleen en permanence. Si elle tentait de s'enfuir, non seulement la Compagnie viendrait la punir, mais il s'en prendrait également à sa famille. Résultat, même quand elle aurait pu s'enfuir, Colleen y croyait tellement qu'elle n'osait rien. En gros, Cameron avait réussi à la piéger dans une prison invisible, une prison qui existait uniquement dans sa tête. 1 an après son enlèvement,
Un soir, Cameron change de scénario. Au lieu de lancer une séance de torture, il lui tend une feuille, dessus un titre écrit en gros « Contrat d'esclave ». Ce document, rédigé par Cameron lui-même, stipule qu'elle appartiendrait entièrement à lui. Elle doit l'appeler maître et n'a aucun droit ni sur son corps, ni sur ses gestes, ni sur sa liberté. Elle deviendrait sa propriété. Terrifiée et complètement sous emprise, Colleen finit par signer. Elle se plie aux règles. Dans son esprit, la compagnie la surveille en permanence. Et surtout, le sort de sa famille est en jeu. À partir de là, Colleen devient officiellement son esclave et Cameron lui accorde un peu plus de liberté. Enfin, en apparence. Elle ne reste plus enfermée tout le temps dans la boîte, elle peut accéder au rez-de-chaussée, faire le ménage, ranger, cuisiner, mais le contrôle reste total. Les tortures continuent, puis retour dans la boîte. Avec le temps, Cameron commence à faire un peu plus confiance à Colleen, et pire encore, à s'attacher à elle. Ça, Janice, sa femme, ne le supporte pas. Et c'est là que Cameron brise l'accord convenu avec sa femme. Il ne devait jamais coucher avec la captive. Mais il franchit la ligne. Colleen n'est plus seulement son jouet de torture, maintenant il la viole. Pour Cameron, tout avait l'air de se mettre en place, une famille et une esclave en plus. Sauf que côté finance, le couple Hooker finit complètement fauché. Cameron bosse comme mécanicien, mais son salaire est minable. Janice, elle, ne travaille pas. Résultat, à 4, ils survivent avec presque rien. Alors, plus de choix. Ils quittent la maison et déménagent dans un mobil-home à Red Bluff. Moins cher, oui, mais beaucoup plus petit et surtout, pas de sous-sol. C'est là que Cameron a une nouvelle idée tordue, construire une nouvelle boîte en bois et la cacher sous leur lit. Colleen devient alors, au sens littéral, la fille dans la boîte sous le lit. Depuis l'emménagement, chaque journée se ressemble. Esclave domestique le jour, jouet sexuel la nuit, puis, en 1981, soit 4 ans après l'enlèvement, Cameron, sûr de son emprise sur elle, lui offre ce qu'il appelle un cadeau. Le droit de passer un coup de fil à ses parents. Petite parenthèse du côté de sa famille. Il y a bien eu des avis de recherche, une enquête lancée, mais rien de concret. Et très vite, la disparition de Colleen tombe dans l'oubli. Et sa famille s'était donc résolue à ne plus jamais la revoir. Quand Colleen appelle, au bout du fil, ses parents sont surpris, choqués même. Ils n'ont pas eu de nouvelles depuis des années. Forcément, ils s'inquiètent. « Colleen, mais où est-ce que t'es? Tu vas bien ?» Elle dit simplement qu'elle est en vie et qu'elle a rencontré quelqu'un. Rien de plus. Colleen ne peut rien dire. Ses parents, rassurés de l'entendre vivante, finissent par lâcher prise. Ils n'insistent pas et laissent la conversation s'arrêter là. Peu à peu, Cameron lui accorde ce qui ressemble à de la liberté. Sortir, courir autour du mobil-home. En réalité, ce n'est qu'une illusion. Terrorisée, Colleen reviendra toujours. Puis, 1 an plus tard, elle ose demander à aller voir sa famille. Cameron refuse. Bien sûr, jamais un maître ne laisse son esclave retourner chez les siens, que la compagnie n'acceptera jamais. Mais Colleen ne lâche rien, et plus le temps passe, plus Cameron tombe amoureux d'elle. Alors, à force de le supplier, elle finit par obtenir ce qu'elle veut. Colleen est enfin autorisée à rendre visite à sa famille. Le 20 mars 1981, Cameron emmène Colleen rendre visite à ses parents. Évidemment, elle a été préparée. Menace constante. Elle savait que si elle disait le moindre mot de travers, la compagnie l'exécuterait elle et sa famille. Cameron va déposer Colleen devant le domicile familial et attention, il n'entre même pas, il reste dehors. C'est dire à quel point il avait confiance en sa captive. Il savait qu'elle était brisée, totalement sous contrôle et incapable de parler. Colleen se présente donc devant sa famille dans un état inquiétant. Des vêtements usés, cousus main, des habits qui rappellent ce qu'on voit dans certaines sectes. Ses parents, bouleversés, n'osent rien dire. Ils avaient été briefés par les enquêteurs. Si Colleen faisait partie d'une organisation étrange, il ne fallait surtout pas la brusquer. Alors, avec la peur de la perdre à nouveau, ils se contentent de discussions simples. Ils parlent des 4 années passées, de banalités, et personne n'ose aller plus loin. Colleen passe la nuit chez ses parents. Et le lendemain matin, scène hallucinante, Cameron viendra lui-même frapper au domicile familial. Il se présente tranquillement comme étant son fiancé. Bonnie, sa sœur, immortalise le moment.
On saura plus tard que c'est la seule à avoir senti que quelque chose n'allait pas. Cameron explique à Colin que la route est longue et qu'ils doivent repartir. Le père demande alors un numéro fixe pour rester en contact, mais Cameron ment. Il dira qu'ils sont soi-disant en déménagement et qu'au moment venu, ils transmettront leurs coordonnées. Cameron repart avec elle comme si de rien n'était pour la remettre dans sa boîte. Au bout de 7 ans de captivité, tout bascule. Cameron va se laisser avoir par ses sentiments et va demander l'autorisation à Janice de prendre Colin comme seconde femme. Là, c'est la goutte de trop. Janice refuse et Colin devient une vraie menace pour elle et son couple. Alors, pendant que son mari est au travail, elle lui avoue tout. La compagnie n'existe pas, Colin. Ça n'existe pas. Personne ne te surveille. Tu n'es pas en danger dehors. Il n'y a que lui qui te retient. En quelques mots, elle brise cette prison mentale dans laquelle Cameron l'avait enfermée depuis des années. Juste après, Janice dépose Colin à un arrêt de bus et lui rappelle de ne surtout rien dire et de garder tout ça secret. Colin, encore marquée par son bourreau, s'arrête à une cabine téléphonique, elle appelle Cameron et elle lui dit « C'est fini entre nous, je te quitte, tu n'as plus aucun pouvoir sur moi ». Cameron ne réagit pas, Colin entend même des larmes. Il comprend qu'il est fini et bon pour la prison. Elle raccroche et monte dans le bus. C'est donc après ces 7 longues années de cauchemar que Colin va enfin rentrer chez elle. De retour au domicile familial, elle ne racontera rien, ni à ses parents, ni à la police. Elle dit seulement qu'elle a rompu avec son fiancé. Elle essaye de reprendre une vie normale, sauf qu'il n'y a plus rien de normal, plus d'amis, plus de vie sociale et plus de repères. Et le plus troublant, c'est que Colin va ressentir un vide, comme un manque, alors elle continuera à appeler le couple Hooker pour prendre des nouvelles, leur raconter ses journées. Le syndrome de Stockholm est particulièrement fort chez Colin. Le syndrome de Stockholm, c'est quand une victime, brisée par la peur, en vient à voir son bourreau comme son seul repère et finit par l'aimer. Du côté du couple Hooker, Janice craque. Elle comprend que Cameron ne changera jamais. Alors, elle racontera tout à un pasteur qui, lui, va la pousser à agir et à sortir de cette relation toxique. Janice finit par appeler la police en novembre 1984. Elle obtient l'immunité totale en échange de son témoignage complet contre Cameron. À son tour, Colin sera invitée à raconter sa version de l'histoire et c'est ce qu'elle fait. Pendant sa déposition, Colin va apprendre que le couple Hooker pouvait être lié à une deuxième disparition. Sauf que cette fois-ci, c'est suivi d'un meurtre. Celui de Mary-Elizabeth Spanhack, 18 ans, disparue en 1976 en Californie, soit 1 an avant l'enlèvement de Colin. Janice racontera à la police que Mary aurait été enlevée, torturée et 2 balles de pistolet à plomb, puis enterrée près du parc national de La Seine. Mais malgré ces précisions, son corps n'a jamais été retrouvé. Le dimanche 18 novembre 1984, Cameron Hooker est immédiatement inculpé pour kidnapping, torture et agression sexuelle. À la barre, Colin revient sur ses 7 années de souffrance. Chaque détail est mis en lumière, le contrat d'esclave, l'ombre de la compagnie, même la visite chez ses parents. Autant d'éléments qui révèlent la nature profondément sadique de Cameron. Mais lui nie en bloc. Sa défense, il prétend que Colin était consentante, qu'elle était même amoureuse de lui. Mais les preuves le rattrapent. Les photos glaçantes où on voit Colin nu, les yeux bandés, terrorisé. Et ce contrat d'esclave est une pièce à conviction implacable. Janice, quant à elle, protégée par les autorités, va aussi témoigner du calvaire qu'elle a subi. Les séances de torture intensives juste avant d'accepter qu'il prenne une autre femme. Le verdict tombe, reconnu coupable pour tous les chefs d'accusation. La sentence est lourde, 104 ans derrière les barreaux. Une libération conditionnelle était envisageable en 2015, mais qui a bien évidemment été refusée. Il pourra reformuler sa demande courant 2030. Colin Stan a survécu à 7 années d'horreur et aujourd'hui elle a reconstruit sa vie loin des projecteurs. Mais son histoire nous rappelle une chose, la pire des prisons n'a pas de barreaux.
elle se loge dans l'esprit. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est un grand pas pour moi puisque c'est ma toute première vidéo sur YouTube et les faits divers sont une vraie passion. Cette histoire m'a profondément bouleversée, je me devais de la partager mais à ma façon. Voilà pour cette affaire, mais croyez-moi, d'autres histoires très troublantes arrivent prochainement. À très vite.